Mais je vais te donner un exemple, Val. En vacances, très honnêtement, je coupe très peu. Je coupe très peu parce que j'ai trop à rattraper. Si je pars 3 semaines l'été et que je reviens faire de la Ligue 1, ce qui m'est arrivé, j'ai eu une transition entre Canal+ et Amazon Prime cet été, j'ai été obligé de me remettre en selle et de me remettre dans l'actu très vite. Donc j'ai dû déconnecter une semaine. Et encore, c'était énorme, tu vois, une semaine. Ben, j'ai dû rattraper une semaine et puis courir après les infos chaque jour. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je vais déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on se retrouve sur le Crayon Business. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Karim Benani. Salut Karim. Salut Val. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Merci. Je suis, certains le savent dans l'audience, un grand fan de foot et donc je t'ai beaucoup vu présenter les émissions sportives. Et donc c'est un vrai plaisir de te recevoir. Merci de me recevoir ici au Crayon, c'est très cool. Je suis très content aussi de te parler parce que tu as un parcours assez atypique et qui s'est fait, on va dire, de Marseille jusqu'à Paris. Ouais. Et donc tu as travaillé dans énormément de médias, je peux tous les citer, mais comme RMC, comme beIN, comme Canal+. 5 juin 1983, Yannick Noah remporte les internationaux de France de Roland-Garros. C'est l'une des grandes dates du sport français. Vous avez forcément tous en tête la fameuse balle de match face au Suédois Mats Wilander. Alors Clicksport a décidé de ne pas s'attarder sur cette date. Clicksport va vous raconter ce qu'il s'est passé avant et après cette finale. Bienvenue dans Clicksport. Aujourd'hui, tu es chez Amazon et chez l'équipe. Comment on vit une ascension dans les médias ? Comment ça fonctionne ? On en parlait un petit peu en off tout à l'heure, toi et moi. Je pense pas que j'étais programmé pour bosser dans les médias, mais j'avais très envie de le faire en tout cas, quand j'étais très jeune. Moi, je suis un fou absolu de radio. J'écoutais, bon, je suis un peu plus âgé que toi, mais j'écoutais beaucoup Europe 1 dans les années 90. Et j'avais 10-11 ans, tu vois, et j'écoutais les émissions de sport à la radio et je me disais, j'ai vraiment envie de faire ça. C'est vraiment cool de parler de sport à la radio le soir, après, avant les matchs, enfin, c'est hyper cool. Et donc, moi, à la base, je suis un vrai passionné de radio. Donc, mon seul but, c'était d'intégrer une radio un jour. Et donc, j'en ai un peu fait dans le sud, où j'ai appris les métiers de la radio grâce à une personne super qui s'appelle Jean-Charles Julien, qui était présentateur sur Fun Radio à Provence, dans le sud à Marseille, qui m'a un peu appris le métier. Et donc, tu parlais d'ascension dans les médias. Rien n'était vraiment programmé, rien n'était calculé. J'ai jamais eu de plan de carrière. C'est un terme un peu pompeux, mais je n'ai réellement jamais eu de plan de carrière. Aujourd'hui. Ouais, c'est un peu la mode, tu vois, ce terme-là. Mais c'est vraiment le cas. Mon seul but, c'était d'intégrer un jour RMC. Et j'ai réussi à le faire en étant en même temps à l'école. Et puis ça a été assez vite finalement. RMC, j'y suis rentré jeune, j'ai pu décrocher une émission assez rapidement avec Luis Fernandez, mais c'est au gré des opportunités aussi. Luis Attaque, c'est au gré des opportunités qui se présentent à toi. Il faut comment faire pour bosser dans plusieurs médias. Je pense qu'il faut saisir les opportunités quand tu les entends tout de suite, quoi. Il ne faut pas hésiter à aller voir les boss pour leur en parler en leur disant voilà, moi je me sens capable de faire ce genre de choses. Donc voilà, un peu comme dans une carrière d'un footballeur finalement, tu vois. Donc j'ai progressé, j'ai fait cette carrière par étapes, puis de la radio à la télé. La progression elle a été assez facile finalement à ce moment-là. Et puis voilà, j'ai un peu suivi aussi les droits sportifs. J'ai été à beIN Sport quand il y avait les droits de la Ligue 1. Moi c'était génial pour moi de pouvoir enfin traiter la Liga dans un média qui détenait les droits. Donc c'était super. Puis j'étais à la genèse de la chaîne. Puis Canal derrière est arrivé et ça a été le gros de ma carrière. J'y suis resté 8 ans, donc je dois beaucoup à cette chaîne. Et quelle ambiance il règne dans ce milieu des médias et du foot? Parce qu'on parle souvent de milieux extrêmement médiatisés, parce que le football est une des industries les plus médiatisées du monde. Quelle ambiance il y règne de coups de projecteur constants? Je pense que l'on peut comparer ce que nous, les journalistes, dit de sport. J'aime pas trop le terme journaliste sportif. Nous sommes des journalistes qui sommes spécialisés dans le sport, à l'instar de journalistes spécialisés dans la politique, dans le cinéma, et j'en passe. Je compare ça un peu au journalisme politique. Aujourd'hui, les journalistes dits de sport s'expriment en télé, on va parler de la télé ou même en radio, sur RMC et d'autres chaînes, d'autres stations. Quand on s'exprime sur des
des matchs, sur des joueurs, sur des entraîneurs, sur des situations, les gens qui vous regardent, généralement, c'est un public hyper aguerri. Donc la moindre erreur, elle se paie un peu cash, quoi. C'est-à-dire que sur les réseaux, on en reparlera, vous faites un peu allumer. Et donc la pression, elle est constante. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'être un peu à côté, d'écorcher le nom d'un sportif, de donner un résultat qui n'était pas le bon. Ça m'est arrivé une fois ou deux de donner une info et finalement une autre info était tombée entre-temps, qui corrigeait l'info précédente et j'avais pas eu le temps de la vérifier. Et tu donnes l'info et puis les gens sont hyper connectés maintenant. Donc non, il dit une connerie, c'était pas ça. Le joueur n'est pas absent, il est bien présent dans le groupe. Enfin, il n'y avait pas trop de conséquences, mais malgré tout, vous êtes scruté en permanence. Et c'est une pression évidemment supplémentaire, mais qui vous permet d'être hyper précis à chaque fois quand même, quoi. Comment on vit du coup quand on est scruté constamment? Parce que nous, au Crayon, finalement, pour l'instant, on tourne nos vidéos, on les monte, donc on contrôle finalement assez facilement notre image. Toi, c'est du direct. Ouais. Comment on vit ce direct? Alors moi, j'adore ça. J'adore être en direct, parce que tu es un peu sans filet. Mais effectivement, tu n'as quasiment pas le droit à l'erreur. Tu vois, l'expression être sans filet, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu marches sur un fil et puis en dessous, si tu tombes, tu tombes. Donc c'est un peu ça. Et c'est un vrai travail d'équilibriste. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Il faut être précis. Encore plus quand tu es en direct, parce que tu ne peux pas recommencer. Encore plus en télé, je dirais. Parce qu'en radio, tu n'as pas l'image. Et une personne qui va perdre ses moyens en télé, ça va avoir des conséquences beaucoup plus graves pour cette personne-là, sur le plan de sa carrière, qu'une personne en radio qui va perdre un peu ses moyens, mais qui n'a pas les caméras braquées sur elle. Tu vois. Donc, c'est une pression permanente, mais qui, à mon sens, doit te permettre, et moi c'est le cas, moi ça me galvanise et ça me permet d'être le plus exigeant possible avec moi-même chaque jour quand je suis en direct, en me disant voilà, je n'ai absolument pas le droit à l'erreur, il faut que je vérifie tout ce que je dis, il faut que je sois le plus précis possible. Donc ça te demande de l'exigence avec toi-même et ça te demande surtout une précision sans faille, quoi, bien sûr. Ouais. Quel truc du coup t'es vu le plus fou justement sur ce sujet de la pression et de la perte de moyens? Quelle est l'histoire la plus dingue que tu as vue où quelqu'un aurait pu perdre ses moyens et se retrouver du coup un peu mis au banc? Ça nous est tous un peu arrivé. Moi, ça m'est arrivé en radio à mes débuts. Moi, j'étais lors des soirées foot. J'avais un rôle qui était l'une des premières fois où je passais à la radio. Donc, je lisais des mails d'auditeurs à l'antenne. Et donc, il fallait être précis là aussi, même si c'était un peu l'ancêtre de Twitter, tu vois. Donc, il y avait des forums et donc, il y avait des matchs en direct et les gens réagissaient. Moi, j'étais une sorte de modérateur à l'antenne sur RMC. Et donc, je voulais prendre parfois les réactions de certaines personnes et je devais les donner à l'antenne en les choisissant. Et puis, il y avait aussi un outil de statistique qui était là et je devais donner un peu les stats de la soirée. Et je me souviens très bien, c'était un match de Coupe de France. Je crois que c'était Mont-Soleil-Mines contre Bordeaux, je crois, en semaine. J'étais un peu fatigué, j'avais fait une grosse semaine, j'avais bossé quasiment tous les soirs, enfin, et puis c'était le début pour moi, donc une pression, comme tu disais à l'instant. Et j'ai perdu mes moyens, très clairement. C'est-à-dire que j'avais du mal à m'exprimer, je ne savais plus du tout où aller, quoi dire, est-ce que je devais parler des réactions, en même temps des statistiques, donc j'ai voulu tout mélanger. Et j'allais dire j'ai bégayé, mais un peu, quoi. Je me suis emmêlé le pinceau pendant au moins 45 secondes, qui te paraissent une éternité. Tu as l'impression de vivre 4 heures, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, il faut bosser. Je le savais, hein. Il faut bosser, et même pour des trucs minimes, où tu te dis, bon, c'est pas grave, ça va passer, je peux le faire rapidement, ça, j'ai pas besoin de le préparer. Bah, maintenant, ça m'a servi de leçon, vraiment. Et je me suis dit, ce jour-là, tu dois tout vérifier, tout préparer et tout écrire. Et c'est très important. Je comprends complètement là où tu veux en venir. Et puis du coup, ça doit pousser, j'imagine, à avoir une grosse exigence. Et c'est encore plus grave en télé. C'est-à-dire que moi, sans divulguer de nom, évidemment, mais c'est arrivé à plusieurs personnes, en télé, les duplex sont les éléments les plus difficiles. Moi, j'ai enseigné dans plusieurs écoles et c'est ce que je dis aux élèves, c'est attention parce que quand vous allez faire un duplex télé, alors là, il faut être béton et il faut le préparer parce que tous les éléments extérieurs, vous ne les maîtrisez pas. Vous maîtrisez vous maîtrisez normalement le texte que vous allez donner, mais tout ce qui se passe autour de vous, vous ne le maîtrisez pas. Quelqu'un qui arrive par derrière, ça m'est arrivé, hein, qui peut vous pousser, quelqu'un qui fait tomber la caméra. Le ballon de foot qui arrive sur le le ballon de foot qui arrive, présentateur. c'est déjà arrivé. Moi, il y a pas très longtemps, dans un stade, alors c'est sans conséquence, ça nous fait marrer, mais l'arrosage automatique qui t'arrive et donc tu es en train de parler et tu prends une saucée, tu vois.
c'est pas grave ça. En revanche, tu peux être dans des zones de conflit, là on parle pas de journalistes de sport, puis même parfois même dans des stades, tu vois, où c'est compliqué, c'est chaud. Moi, c'est déjà arrivé quand il y a la défaite d'une équipe où les supporters sont plutôt chauds, bah, tu fais un duplex, tu sais que les supporters sont énervés, ça peut arriver, il faut contrôler tout ça. Donc là, il faut être béton et ton texte, il faut au moins l'avoir en tête et surtout avoir la posture et l'intelligence, tu vois, de t'écarter de la caméra si jamais tu sens qu'il puisse y avoir un souci. Donc voilà, tous ces éléments-là extérieurs, on ne les maîtrise pas et c'est arrivé à pas mal de personnes de perdre leurs moyens quand ils étaient devant de telles situations. Donc c'est compliqué. Je comprends, et puis du coup, tu vis avec une image publique et en même temps, tu as ta vie perso comme c'est le cas d'absolument tout le monde qui passe dans les médias. J'espère pour eux aussi, ouais. Et comment du coup on arrive à séparer les deux? Parce que c'est souvent une question qui revient sur les personnes qui sont du coup célèbres ou qui sont très médiatisées. Ta vie professionnelle, elle fait partie intégrante de ta vie privée. Et l'une ne va pas sans l'autre. En revanche, je pense que très vite, il faut comprendre que la vie pro ne doit pas empiéter énormément non plus sur ta vie perso. Parce que on fait un métier, encore un terme pompeux, un métier passion, c'est ce que certains disent, et c'est la vérité. Parler de sport chaque jour, c'est exceptionnel. Enfin, c'est le rêve de pas mal de gosses, et j'espère que ça restera le rêve de pas mal d'enfants qui écouteront et qui regarderont l'interview. Donc c'est possible, on peut y arriver. Mais il ne faut pas non plus que ça bouffe complètement le quotidien. Donc moi, j'essaie de m'accorder des moments où je coupe complètement. Tu vois, alors le téléphone, c'est un peu notre outil de travail. Les coups de fil à des personnalités du monde du sport, avec le boulot, les infos, Twitter, les réseaux sociaux, voilà. Il faut vachement faire attention à ça. Moi, je m'accorde des moments où je me dis, ok, le téléphone, c'est sympa, mais là, ce soir, je ne le touche pas et je passe des moments privilégiés avec les gens de mon entourage. La famille, les proches, les amis, tu vois. Mais c'est compliqué parce que irrémédiablement, tu reviens vers ton téléphone pour savoir si une info est tombée, si on t'a appelé pour le boulot parce qu'il y a eu un moment, un truc que tu aurais dit à l'antenne et qui n'est pas passé, un président de club qui va t'appeler pour dire non mais là j'ai pas aimé ce que tu as dit, ou là, au contraire merci d'avoir dit ça sur mon club et puis merci pour l'info. Voilà, donc ça, le téléphone malheureusement, je pense que c'est pareil pour toi, on est tout le temps attiré vers le téléphone, et donc le téléphone représente un peu la vie professionnelle et la vie perso, c'est l'objet de tous les désirs et à la fois de tous les dangers. Donc voilà, on est un peu... avec le risque aussi de, si on est déconnecté peut-être 24 heures, 48 heures, d'avoir loupé trop de trucs. Mais je vais te donner un exemple, Val. En vacances, très honnêtement, je coupe très peu. Je coupe très peu parce que j'ai trop à rattraper sinon. Si je pars 3 semaines l'été et que je reviens faire de la Ligue 1, ce qui m'est arrivé, j'ai eu une transition entre Canal+ et Amazon Prime cet été, j'ai été obligé de me remettre en selle et de me remettre dans l'actu très vite. Donc j'ai dû déconnecter une semaine. Et encore, c'était énorme, tu vois, une semaine. Bah, j'ai dû rattraper une semaine et puis courir après les infos chaque jour. Donc ouais, et puis même au-delà de ça, au-delà des changements de joueurs, de clubs, c'est surtout se remettre dans le bain parce que tu ne peux pas couper 3 semaines et revenir à l'antenne et repartir parce que tu vas avoir un temps d'adaptation. C'est comme un entraînement finalement physique. Ouais. Il faut stimuler ton cerveau et se remettre dans cette réflexion journalistique assez vite. Donc tu coupes très rarement, mais il faut s'accorder ces moments-là. Et donc moi j'arrive à scinder ma vie pro et ma vie perso parce que j'ai conscience que la vie pro peut parfois phagocyter tout le reste. Donc je fais attention à ça. Je comprends. Tu es passé par plein de chaînes qu'on a citées plus tôt. Et c'est vraiment une question que je me pose moi depuis tout petit, c'est comment ça fonctionne le mercato du coup audiovisuel? Bah, ça marche un peu comme dans le mercato de foot. Moi j'ai été formé à l'école RMC. Et d'ailleurs, j'en garde un souvenir incroyable. J'ai basculé dans le même groupe à BFM TV. Et donc, je vais te raconter mes transferts, entre guillemets, de chaîne à chaîne. Oui, parce que tu ne fais pas non plus que du sport. Tu fais aussi de la politique, société, culture. Je me suis un peu ouvert à ça. On va en rediscuter. Mais ce que je te disais tout à l'heure, j'insiste vachement sur journaliste de sport. Parce que je pense que le journaliste de sport peut à la fois aller sur du divertissement, sur du sociétal, du politique. Il y a des exemples dans l'histoire de la télé. Michel Drucker a été journaliste de sport à un moment donné dans sa carrière. Thomas Tauroud, Jean-Jacques Bourdin, enfin voilà. Donc on peut avoir plusieurs carrières dans ce métier-là, ce qui est génial d'ailleurs.
quand j'étais à BFM TV, au bout de 2 saisons, ça faisait 2 ans que je faisais de la télé, régulièrement, donc tous les week-ends. Charles Bietri m'a repéré. Charles Bietri, ancien directeur des sports du groupe Canal+, qui a véritablement lancé la Ligue 1 sur Canal dans les années 80, et s'occupait du recrutement de Beansport à l'époque. Et il m'avait repéré sur BFM TV. Donc, tu vois, c'est un peu comme sur un terrain de foot où un entraîneur ou un président repère un joueur et dit voilà, moi j'aimerais bien l'avoir dans mon écurie, dans mon club. Là, c'était un peu ça. Charles Bietri, qui montait une chaîne, avait besoin de journalistes aguerris et plutôt expérimentés et qui aiment le foot. Moi, il savait que j'étais passé par de la radio et que je faisais désormais de la télé sur BFM TV. Donc il m'a contacté, on s'est vu et ça se fait comme ça. C'est-à-dire que voilà, on te fait une proposition et tu acceptes ou pas, tu négocies ou pas, tu arrives à négocier ou pas. Et au final, ça s'est fait comme ça. Et puis Canal+ est arrivé assez vite, 1 an plus tard. Donc ça faisait court, tu vois, j'ai fait qu'1 an à Beansport. Canal est arrivé par l'intermédiaire de Cyril Linette. Pareil, que je remercie parce que voilà, il m'a permis d'intégrer la chaîne de tous les sports, la chaîne de mon enfance, tu vois, que je regardais quand j'étais plus jeune avec mon père, mon frère notamment, le championnat de France, la Ligue 1, le tennis, enfin je regardais Canal vraiment beaucoup. Donc intégrer Canal, c'est une forme de rêve, tu vois, et d'aboutissement dans ce milieu-là. Donc voilà, ils m'ont appelé, j'y suis allé. Et puis j'ai fait pas mal de temps à Canal où j'ai déjà eu des contacts extérieurs à ce moment-là pour faire ou du sport ou autre chose. Et parfois, il y a des choses qui ne se font pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Et ça m'est arrivé à Canal, sur les 8 ans passés à Canal, j'ai eu 3 propositions plutôt fermes pour sortir de Canal et aller sur un autre média. J'ai refusé parce que je me sentais bien à Canal. Je pense qu'il était temps pour moi à ce moment-là, là aujourd'hui, après 8 ans, tu vois, de tourner la page Canal qui a été exceptionnelle pour moi. Et puis dans la foulée, voilà, tu vois, Prime est arrivé, récupère la Ligue 1. Donc j'ai une expérience dans la Ligue 1 depuis pas mal de temps maintenant, depuis plus de 10 ans, sur des chaînes qui détiennent les droits de la Ligue 1. Donc ça a été assez naturel finalement de me retrouver sur Prime, sur un produit que je connais par cœur, le multiplex. Et puis l'équipe est arrivée, m'a proposé un rôle complètement différent, on en reparlera si tu veux, mais et j'ai accepté aussi. Voilà, c'est des contacts qui se nouent, mais c'est vraiment, enfin ça ressemble, alors avec des sommes évidemment beaucoup moins importantes que dans le football, mais ça ressemble à ça, c'est-à-dire des coups de fil de directeur de chaîne, comme un entraîneur ou un président pourrait le faire dans le football. Non, mais je comprends complètement, et puis c'est aussi le pivot que tu fais sur, tu abordes le sujet d'Amazon, c'est un vrai sujet actuel parce que c'est un vrai pivot aujourd'hui. C'est un tournant, je pense même. Je pense aussi, et notamment parce que aujourd'hui, ce sont des plateformes qui diffusent des choses en direct, ce qu'elles n'avaient presque jamais fait auparavant, et qu'aujourd'hui, avec la puissance financière qu'elles ont, c'est aujourd'hui un vrai sujet d'avenir. Au-delà du côté, est-ce que c'est des Français ou pas qui ont les droits télé? On a vu qu'avec Mediapro, ce n'était pas forcément le sujet principal, mais moi, ça m'intéressait énormément la question de ta vision des plateformes. Est-ce qu'au final, la télé va inévitablement décliner au profit des plateformes? Alors, sans parler de l'aspect financier, parce que ça ne m'intéresse pas spécialement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de la société. On vit avec notre temps, on est en 2021. Je vais même te poser une question, on va retourner la chose et je vais te faire une interview. Toi, Val, ta consommation télé aujourd'hui, d'événements sportifs, de séries, de films, est-ce qu'elle se fait en linéaire ou essentiellement sur tablette ou ordinateur? Elle se fait essentiellement sur tablette et ordinateur. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Là. Ta génération, ma génération, j'en ai 38, notre génération, je vais dire entre 20 et 45, aujourd'hui on consomme énormément du sport, de l'info, des films, des séries, non plus en linéaire, mais sur tablette, sur le digital. Et même parfois avec les télés connectées, parce que tu peux aussi regarder ça sur ta télé. C'est-à-dire que Prime, tu l'as sur ta télé si tu rentres tes codes. Sur même des câbles, tu branches. Tu branches, avec, voilà, exactement, pour retransmettre l'image. Ou un AirPlay, même, tu vois, quand il n'y a plus de câbles. Donc, je pense que Prime a bien compris ce système-là. Ils ont fait une entrée fracassante, je trouve, avec le tennis. C'était de qualité avec Roland Garros au printemps dernier. Et je pense que c'est l'avenir. Est-ce que c'est bien ou pas? Je n'en sais rien. Je pense que moi, c'est bien d'évoluer avec son temps. On est aujourd'hui à l'aune des réseaux sociaux. Je ne vais pas dire qu'on ne vit que pour les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Il y a des gens qui en ont fait leur métier aussi. Alors, est-ce bien ou pas? Je n'en sais rien. C'est pas moi. Nous, un peu aussi, de toute manière. Vous êtes sur le digital. Il y a pas mal de médias. Je pense à Combini, Brut, qui sont nés là-dessus et qui cartonnent aujourd'hui, qui sont devenus des médias puissants, importants. Je me rappelle que le président de la République avait accordé une interview à Brut il n'y a pas très longtemps.
Ça ne s'était jamais vu. Parce que tu vois François Mitterrand accorder, Jacques Chirac, on va dire, quand Internet est arrivé, accorder une interview sur Internet à un média. Forum 18-25. Non, mais tu vois, enfin, Ouais, non. bien sûr. La télé en tant que telle, en linéaire, je ne dis pas que c'est terminé, puisqu'il y a encore aujourd'hui des audiences incroyables, et puis il y a des gens qui consomment la télé. Mes parents consomment la télé, des gens dans mon entourage consomment la télé. Mais en revanche, je trouve qu'il y a très peu de programmes aujourd'hui qui fédèrent, qui rassemblent ce qu'on avait avant. Et moi, j'ai vécu comme ça avec mes parents. C'est-à-dire qu'à l'époque, le 20h, c'était la grande messe. Tu regardais le 20h avec tes parents pour voir les infos. Aujourd'hui, les infos, tu les as avant le 20h. Alors c'est super. Moi, je trouve que c'est important. C'est d'utilité publique d'avoir avoir des journaux télévisés 13h, 20h. Et d'ailleurs, je trouve que la télé française le fait très bien avec TF1, France 2, France 3, M6 aussi avec le 19h45 ou le 12h45 qui sont très bien faits. Malgré tout, je pense que l'on tend vers ça, vers une consommation quasi exclusive, désormais de ta génération, de la mienne et celle qui arrive surtout en dessous, sur les réseaux, sur Internet et sur le digital essentiellement. Donc Prime Video a compris ça. Et même le foot, maintenant, on le consomme rapidement. Parfois, tu arrives en retard, tu coupes tes notifications. Ça m'est arrivé cette saison. J'arrive en retard sur le match de 20h45 le dimanche, j'arrive à 21h05. Je n'ai pas envie d'aller sur le direct. Je ne sais pas s'il y a eu but ou pas. Je commence la retransmission du match à 20h45 en remontant sur la tablette. Et franchement, c'est une autre consommation. C'est-à-dire que je ne m'adapte même plus à l'horaire du match. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire avant, tu ne peux pas rater le début du match. Tu arrives à 21h, le match commence. Tu regardes et si tu as raté les 15 premières minutes, soit tu l'as enregistré sur ta cassette, soit rien. Soit tu loupes les 15 premières minutes. Aujourd'hui, tu peux aller en soirée avec tes potes. Il ne faut pas que les voisins soient trop bruyants. Non, mais tu peux aller en soirée avec tes potes. Couper les notifications de ton téléphone, ne pas regarder, rentrer chez toi à 23h, regarder le match. Et je trouve que cette consommation-là, c'est génial parce qu'on vit avec notre temps. Je voulais aborder du coup par le biais d'Amazon aussi toute la logique un peu du foot business un peu mondialisé. On voit que ce soit Leicester dont les propriétaires de clubs sont thaïlandais, que ce soit Nice où c'est un Anglais qui a débarqué, Marseille un Américain, les droits TV qui avaient été pris par Mediapro qui était une société certes catalane mais chinoise en fait à la fin, sino-espagnole, Amazon du coup ils sont des Américains. Est-ce que c'est grave, même j'ai envie de dire, que ça devienne de plus en plus mondialisé, que la France, mais pas seulement la France, d'ailleurs l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, perdent un peu le contrôle nationalement, on va dire, du foot? Moi, je crois pas. Je pense que le foot s'est mis à niveau de grosses sociétés, parfois françaises. Il y a des sociétés françaises qui ont été rachetées par des capitaux étrangers, avec des investisseurs étrangers qui sont arrivés et qui ont récupéré parfois même 100% de la boîte, du capital de la boîte. Moi, je trouve que c'est important de s'ouvrir. On parlait de mondialisation à l'instant avec toi. On ne peut plus voir petit, juste aux frontières de l'Hexagone et se dire non, mais c'est bien de garder des investisseurs français dans notre championnat de Ligue 1 et tout. Si tu veux être compétitif aujourd'hui en Europe, pour les clubs, regarde le PSG, c'est l'exemple parfait. Sans les Qataris, on n'aurait jamais vécu tout ce qu'on a vécu pour notre Ligue 1 depuis 2012. L'arrivée de Zlatan, ça a complètement modifié la Ligue 1. La perception de la Ligue 1. Économiquement, ça a entraîné, ça a été une locomotive aussi pour les clubs de Ligue 1. Quand le PSG se déplaçait dans les stades faisaient recettes, les stades étaient pleins, les droits télé ont augmenté. Alors, il y a eu des problèmes récemment, mais les droits télé ont augmenté, n'ont cessé de croître à un moment donné. Ça a poussé des clubs aussi à se positionner. Ça a poussé des investisseurs étrangers à venir dans notre championnat en se disant « Ok, on va profiter de la lumière mise par les Qataris sur le PSG pour nous aussi venir. » Tu parlais de Radcliffe à Nice, de McCourt à Marseille, ça s'est un peu moins bien passé à Bordeaux, mais tu as Gérard Lopez à Lille, qui est aujourd'hui à Bordeaux. Voilà, il y a des investisseurs étrangers, ça a ouvert la porte à tout ça, et je pense que le foot aujourd'hui est devenu tellement puissant économiquement parlant que la France et les clubs français étaient obligés de s'ouvrir à des investisseurs étrangers pour ne pas mourir et pour ne pas être la 3e division européenne derrière des championnats lambda ou beaucoup moins forts qui, eux, n'ont pas ouvert leurs capitaux, tu vois. Et voilà. Après, il faut faire attention, il faut conserver une identité de club. Je pense que Paris y est parvenu, en partie, quand même, mais ce n'est pas le débat. Je pense que Marseille y est parvenu aussi. Mais il faudrait des puissances des puissances économiques encore plus importantes dans notre championnat pour que nos clubs soient encore plus compétitifs, tu vois. Après, à côté de ça, tu as un contre-exemple. Tu as l'exemple de Jean-Michel Aulas à Lyon qui a fait de ce club-là un club formidable, qui a
pour moi, c'est le meilleur président de l'histoire de notre championnat parce qu'il a créé un stade à lui, enfin au club de Lyon. Et c'est un vrai entrepreneur dans le foot. Ouais. C'est un entrepreneur. Après, il s'est ouvert aussi aux capitaux étrangers. Il y a des investisseurs qui sont arrivés dans le club. Il a gardé la majorité. Donc voilà, je pense que un truc hybride pourrait fonctionner, mais on ne serait pas aussi puissant en Europe. Et les Anglais ont déjà fait ça. Les Anglais, regarde, Manchester, c'était des Américains, très vite. En Italie, les clubs l'ont fait. Bon, il n'y a qu'en Espagne où c'est un peu particulier. Mais je pense que pour exister en Europe, les clubs français étaient dans l'obligation de faire ça. Et à mon sens, je pense que c'est une bonne chose. Même la question que je viens de te poser sur justement cette question un peu de souveraineté, ça me ramène même aussi à la question de est-ce qu'on politise pas trop le foot ? On l'a vu avec toutes les questions, par exemple, d'événements mondiaux comme Black Lives Matter, mais on l'a vu aussi avec la question de la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Est-ce qu'on politise pas trop le foot ? Mais on politise tout aujourd'hui. Je regarde les plateaux télé, les émissions télé sont devenues des émissions de divertissement, sont devenues des émissions politisées. Donc en fait le football. Oui, quand tu penses à Cyril Hanouna notamment par exemple. Non, mais toutes les émissions, il y a des émissions de div qui effectivement, le TPMP a pris un virage et Cyril Hanouna le dit très bien. Et il a même eu raison en termes d'audience. Oui, bien sûr, parce qu'il s'adapte, il vit avec son temps. Il a modernisé son émission. Et rien que pour ça, bravo, parce que oui, il a compris qu'il fallait modifier certaines choses. C'est comme une F1, on va utiliser le langage lexical du sport, mais comme une F1, des petits réglages, il faut ajuster pour que ta voiture aille plus vite. Oui, le foot est politisé, mais depuis de nombreuses années. Je vais te donner un exemple qui ne va pas te parler, mais il y a très longtemps, en 1991, Marseille est en finale de Coupe de France contre l'AS Monaco. Marseille gagne, 1989, pardon. Marseille gagne cette finale de Coupe de France. Jean-Pierre Papin marque 3 buts, je crois, triplé. Et à la fin, il avait fait un pari avec ses coéquipiers de faire la bise au président Mitterrand. Le lendemain, ça a fait la une de tous les journaux. Il a fait la bise au président de la République, François Mitterrand à l'époque, et ça a fait la une de tous les journaux, et ça a fait l'ouverture des 20h le lendemain. La bise au président, les journalistes avaient attaqué comme ça, la bise au président. Donc déjà, c'était un peu politisé, tu vois. Juste pour un geste, quand Jacques Chirac ou Emmanuel Macron enlacent les joueurs de l'équipe de France, ils se servent aussi de cette tribune-là pour se montrer, pour gagner des points dans les sondages. Quand une équipe de France gagne la Coupe du Monde, en 98 ça a été le cas, en 2018 également, Jacques Chirac et Emmanuel Macron ont pris des points incroyables dans les sondages. Parce que c'est un peu lié finalement, c'est un reflet de la société, très clairement le football aujourd'hui. C'est pour ça que parfois certains politiques prennent un peu en otage ce sport-là. Pour l'audience que ça crée en fait. Bien sûr, et essayer de faire du rassemblement, tu vois, et de la récupération politique via le foot, ça a toujours été le cas. Et ça l'est encore plus aujourd'hui parce qu'il y a des enjeux considérables et qu'il y a de l'argent dans le football. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'argent dans le football à l'époque, mais aujourd'hui, ce sont des sommes astronomiques qui tournent autour du football. Donc oui, certains politiques font de la récupération dès qu'il se passe quelque chose dans le football. On a vu récemment Nice-Marseille, voilà, les pouvoirs publics se sont emparés de l'affaire. C'est forcément politisé puisqu'il y a eu des débordements dans le stade et tout ça est un peu lié quoi, finalement. C'est les deux dernières questions qu'on pose à chacun de nos invités. Qui tu aimerais voir dans le crayon ? Ça t'intéresserait d'être écouté dans ce type d'interview ? C'est marrant, mais tu vois, je pense qu'on parlait de digital. Moi, ce qui m'intéresse, et vous êtes typiquement de jeunes journalistes qui vous êtes lancés dans cette aventure, un candidat à la présidentielle qui vienne présenter son programme dans le crayon et parler à une communauté qui est souvent oublié. Vous avez le droit de voter. Vous votez depuis 4 ans. On vote d'ailleurs pas beaucoup depuis 4 ans. Ouais, voilà, 4-5 ans pour certains. 24 ans, tu m'as dit que tu avais. 24 ans. Voilà, tu votes depuis de nombreuses années. Donc, ils doivent aussi s'adresser à votre public. Et je pense que ce serait judicieux, tu vois, pour eux, d'aller vers les jeunes. Alors parfois, il faut faire attention parce que quand je vois Emmanuel Macron qui accorde une interview à McFly et Carlito, qui sont des stars absolues sur les réseaux et sur YouTube, ça crée forcément un tollé, ça crée... Mais ils sont pas jeunes, surtout. Ils ne sont pas jeunes, mais ils s'adressent aux jeunes. Mais c'est ça que beaucoup ont critiqué, si tu me permets. Oui, je t'en prie. Sortir un peu du cadre de cette question, mais c'est ça qui était... que moi, et toi, ça t'a gêné ? Moi, ça m'a gêné que ça soit des gens qui ne sont pas jeunes. Qui s'adressent aux jeunes, c'est une chose...
pourquoi pas prendre dans ce cas des humoristes. S'il faut prendre des humoristes, pourquoi pas prendre des humoristes qui ont 22, 23, 24 ans, 25, 34 ans, ils ont déjà des enfants. Ils parlent pas à ma place, j'ai l'impression. D'accord. Ben voilà. Et pourtant j'adore leurs vidéos, je les trouve exceptionnels. Bien sûr, ils sont très bons. Mais alors c'est intéressant ce que tu dis. Donc du coup, donc ma réflexion est plutôt bonne quand je te dis que j'imaginerais bien un candidat à la présidentielle ou plusieurs venir s'exprimer ici avec toi pour votre communauté et parler du programme pour les jeunes notamment, tu vois. En compte tes invités, on ne sait pas s'ils se déplaceront, j'espère. On a quelques petites idées à leur proposer de toute façon. Et la dernière question, qui est une nouvelle version d'une question qu'on posait précédemment, mais qui est quelle est la citation ou la punchline, qu'elle soit de toi ou de quelqu'un d'autre, que tu aimerais que les gens retiennent? Pas forcément de toi, mais que les gens retiennent dans leur vie. C'est pas obligatoirement une leçon de vie, hein, ça peut être sur d'autres domaines. Moi, j'ai une phrase une citation, c'est une parole de chanson, d'une chanson de PNL. Pourtant, je suis pas un fou absolu de PNL, mais cette phrase-là, alors je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a un mot grossier à l'intérieur. Mais c'est quelque chose qui m'anime et qui pourrait animer beaucoup de jeunes, animer plusieurs personnes qui ont envie de se dépasser, pas forcément de devenir journaliste, mais qui ont des rêves et qui n'y croient pas forcément, ou on leur dit autour d'eux que ce n'est pas possible. PNL, dans une des chansons, à l'ammoniaque je crois, ils disent on ne nous a rien donné, donc on est venu tout. Et alors, je vais pas utiliser le mot grossier. Ouais, c'est un peu ça. On ne nous a rien donné, donc on est venu tout. Et ça commence par N, mais c'est un mot très grossier. Mais c'est un peu ça, ouais. On est venu prendre, quoi. On nous donne rien, donc on est parti le prendre. Et moi, c'est ce qui m'a un peu animé dans ma carrière, et ce qui m'animera jusqu'à la fin de ma carrière, je pense, c'est que on m'a pas forcément donné, et je suis allé le chercher. Et ça, il faut en être conscient parce que tout est vraiment possible. C'est un peu pompeux comme mot, mais c'est vraiment la vérité. C'est très bien. Merci à toi. Merci beaucoup, Karim. C'était un vrai plaisir de te recevoir et c'était super intéressant. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos réactions ou vos questions en commentaire, à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt sur Le Crayon Business. C'était Valorant et Karim. Ciao.